Béatrice Gibelin, bonjour. Vous êtes Bonjour. spécialiste de géopolitique. Vous dirigez la revue Hérodote. Qui a gagné ces élections ? Incontestablement, la démocratie autrichienne et Van Bellen. Il ne faut pas laisser penser que c'est l'extrême droite qui a gagné. Que la situation soit délicate et difficile, tout le monde en conviendra. 32 000 voix d'écart, c'est assez peu sur 4 500 000 votes. Donc c'est à noter. Mais quand le directeur de campagne de Norbert Hofer dit tout le monde était contre nous, tout le système était contre nous, il va un peu vite en besogne parce que... Ils sont dans le système depuis un certain nombre d'années. Ils ont participé à un gouvernement. Depuis au moins les années 2000. Et ils participent à des gouvernements régionaux, et d'une part avec le Parti conservateur, et dans une autre province avec le Parti social-démocrate. Donc s'il y a bien un parti qui... Et aussi dans le système, c'est bien le FPO. Donc il faut faire attention à ce genre de discours. Mais tout de même, Norbert Hofer a frôlé la victoire. Il a failli devenir premier président d'extrême droite. Ça n'est pas rien tout de même. Non, mais il a failli, mais il ne l'a pas été. Je ne tiens pas à avoir un discours spécialement rassurant. Mais tout le monde pensait qu'avec son nombre de voix d'avance, il faisait 35% des voix au premier tour, vous l'avez rappelé, 21% pour Van Bellen, on se disait, ça y est, c'est presque joué. Bon, et ça a, comme vous le dites, failli. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, et une majorité, qu'on le veuille ou non, d'Autrichiens ont dit non. Car il n'y a eu aucun appel des grands partis qui sont arrivés 4e et 5e au premier tour de report de voix. Pour dire, on fait un front républicain. Il n'y a rien eu de tout ça. Pourquoi ? Comme ils dirigent des régions avec eux, ils étaient dans une situation délicate. Mais donc, j'insiste bien, ce sont les Autrichiens qui n'ont pas voulu avoir un président qui soit d'extrême droite, sachant ce qui viendrait derrière aussi. Mais on voit bien que les partis traditionnels, et pas seulement en Autriche, essayent de circonscrire à chaque élection les partis d'extrême droite, et pour autant... Ils arrivent petit à petit à grignoter le terrain. Et ça, c'est une question tout à fait importante et qui peut nous concerner, nous aussi, en France. Jusqu'à quand ces partis-là... C'est-à-dire les partis classiques, aujourd'hui, perdent du terrain. Ils perdent la confiance d'une grande partie des électeurs qu'ils avaient habituellement. Et avec un sentiment de rejet, c'est toujours les mêmes, ils sont entre eux, c'est l'entre-soi, c'est une caste élitiste politique qui n'écoute plus le peuple. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ça peut donner ou une poussée à extrême droite, ou ça peut donner des choses plus à gauche. Podemos, par exemple, en Espagne ou en Irlande. Donc, c'est un phénomène qui est assez partagé, si vous voulez, sur l'ensemble de l'Europe. Une forme d'usure du pouvoir qu'on voit du nord au sud. Et à partir du moment où on a un repli de ces partis classiques, il y a un espace pour les partis plus extrémistes, bien évidemment. Certaines fois, c'est sur l'extrême droite, plus souvent d'ailleurs, et parfois sur l'extrême gauche. Mais est-ce qu'il faut encore avoir peur de ces partis dits d'extrême droite ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'ils soient portés au pouvoir et qu'on puisse les juger sur pièce ? Écoutez, moi je ne prendrais pas le risque, pour tout vous dire. Parce qu'on voit bien que Jörg Haider, qui était l'ancien dirigeant du FPO en Autriche, a dirigé une circonscription et aujourd'hui, les comptes sont un peu calamiteux. Les comptes sont calamiteux, mais néanmoins, l'image de Jörg Haider est restée extrêmement positive. Bon, donc on s'en sort pas si facilement que ça. Alors on dit toujours, l'exercice du pouvoir, comme ça on les verra à l'œuvre. Là, pour l'instant, ils peuvent tout raconter. Moi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'affirmations et de valeurs qui ne sont absolument pas les miennes, et je ne pas du tout. Je pense pas que ce soit une très bonne chose de les mettre au pouvoir. Pourquoi ? Parce que dans les systèmes proportionnels, par exemple, comme ça se passe au Danemark, en Suède ou en Autriche, ils peuvent peser beaucoup sur les politiques des partis classiques. Et donc, il y a tout un discours, c'est quand même un discours profondément xénophobe et profondément, on va dire, anti-musulman, sur une Europe chrétienne, blanche, dont c'est les racines. Et je pense que ce discours-là, au début du XXIe siècle, est un discours dangereux. Même si je comprends que dans le cadre de l'Autriche, accueillir 90 000 étrangers réfugiés en un an, en 2015. Sur une population de 8 millions et demi. Et avoir vu passer 1 million de réfugiés à travers l'Autriche pour se diriger sur l'Allemagne, ça a quelque chose de déstabilisant. Mais regardez, au début, il y a eu une attitude extrêmement ouverte des Autrichiens.
avec des grands concerts pour accueillir ces réfugiés à Vienne. Vienne étant une ville qui n'est pas touchée par le vote FPO, comme d'ailleurs toutes les villes. C'est intéressant de regarder la carte, si vous voulez, du vote populiste sur l'ensemble de l'Europe. Toutes les villes, Copenhague, Oslo, Varsovie, bon, Paris bien sûr, Vienne, on ne vote pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés qui sont ouvertes, qui sont déjà multiculturelles par certains aspects, à un niveau de culture et de formation plus élevé que dans les restes du pays, et donc sont mieux préparés à faire face à cette diversité. Et je pense que la meilleure façon de lutter contre ce populisme, c'est de travailler à augmenter le niveau culturel de l'ensemble de la population et à lui faire comprendre qu'à l'heure de la mondialisation, on ne remettra pas les frontières. Alors, il y a une poussée de ces partis d'extrême droite un peu partout en Europe, pas seulement en France, bien sûr. en Allemagne, en Suisse. L'UDC a fait quand même plus de 30%, c'est un score non négligeable. Est-ce que les discours de tous ces partis d'extrême droite sont le même ? Non, ils ne sont pas tous les mêmes parce qu'ils correspondent à des situations. Parfois, certains, il y a beaucoup de chômage. En France, on voit que le chômage est important et c'est un des thèmes des discours de Marine Le Pen. Ce n'est pas le cas en Autriche, ce n'est pas le cas en Suisse. La Suisse est le pays où la proportion d'étrangers qui arrivent pour travailler est l'une des plus élevées qui soit. Bien, ça n'empêche pas de faire des votations contre l'existence de minarets, bien évidemment. Mais il y a, sans les étrangers, le PNB de la Suisse ne serait pas du tout ce qu'il est. Donc ils en ont impérativement besoin. C'est contradictoire parce qu'à la fois c'est le fonds de commerce un peu de l'UDC, comme vous l'avez dit très justement, mais par ailleurs, chacun sait que ces étrangers font tourner en fait l'économie de la Suisse. Alors on retrouve assez régulièrement un discours eurosceptique, europhobe. Est-ce que l'Europe est responsable de cette situation ? Non, en tout cas pas directement. Indirectement, sans doute. Le sentiment d'être dépossédé de sa souveraineté, ce qui s'est passé en 2005 au moment de du traité de Lisbonne, où un certain nombre d'électeurs ont dit non, on n'en veut pas, et en fait, on n'en a pas tenu compte, on a réussi à contourner la situation, et puis le traité de Lisbonne s'est appliqué. Donc le sentiment qu'ils sont bafoués dans leur choix et que c'est antidémocratique. Par ailleurs, c'est vrai que le mode de fonctionnement de l'Union européenne, qui est un fonctionnement sur la norme, où on essaye d'imposer la norme après discussion à chacun, donne l'impression qu'on s'occupe de tout et de rien en même temps. Et de rien en même temps. Et puis, en même temps, on n'a plus de grands projets pour l'Europe. Au fond, qu'est-ce qu'on veut comme Europe ? Et pour l'instant, plus personne. Il n'y a pas de projet fédérateur et porteur, si vous voulez. Il faut savoir que l'Europe a été faite au moment où le Japon était très puissant économiquement. Et les États-Unis, on a dit il faut faire un troisième pôle. Aujourd'hui, dans une situation qui n'est plus celle de la guerre froide, est-ce que l'Europe veut devenir une puissance à part entière, auquel cas il faut qu'elle évolue ou non ? C'est toute la question. Merci Béatrice Gibelin de votre intervention sur notre plateau.